Bienvenue à tous pour ce premier bootcamp. Euh, Aujourd'hui, on va voir plusieurs sujets sur la levée de fonds. Euh, mais avant de démarrer, j'aimerais vous donner un peu de perspective. J'aimerais que vous ayez en tête qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans le monde du VC. Alors, d'abord, il n'y a jamais eu autant d'argent sur le marché. Vous voyez, dans ce petit graphique, ça montre l'argent levé par les startups à travers le monde depuis 2012. 2019 a eu une petite décélération, mais 2020 et 2021, alors que 2021 n'est pas fini, c'est en accélération complète. Euh, Il y a aussi une accélération des méga deals. Il y a un record des méga deals. Et ça peut perturber un peu les entrepreneurs qui ont l'impression, et notamment pour les gens qui démarrent, euh, que effectivement il y a, c'est facile de lever des fonds et il n'y a pas de raison que ça marche pas pour eux. Mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt puisque en fait ces méga deals ne sont pas si évidents que ça et on va y revenir. Alors, il y a des secteurs qui ont plus le vent en poupe que d'autres. Évidemment, si vous avez une fintech, vous avez un gros avantage marché. Les fintech sont en explosion. Tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Mais il y a quelque chose qui va nous intéresser dans ce workshop. Et c'est mon petit secret pour la plupart d'entre vous et pour la plupart des gens ici qui ont un profil pas commun ou pas VC compatible, c'est que les investisseurs non traditionnels sont en augmentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui traditionnellement ne faisaient pas d'investissement VC et sont un peu des touristes du VC sont en train de venir en masse sur ce marché. Et ils sont en train de venir bouleverser ce marché, puisque qui dit plus d'argent pour le même nombre de deals, dit valorisation plus haute, dit perspective plus compliquée. Alors, évidemment, ça pose des nouveaux records, toutes les courbes sont à la hausse, et en plus, on a eu une année record en exit, ce qui fait qu'il y a énormément d'argent qui est recyclé. Euh, Non seulement, vous voyez, avant, il y avait de l'argent qui était investi, mais c'était dur de sortir. Même si les valos montaient, c'était du paper money. Depuis 2 ans, vous avez une augmentation incroyable des exits et des IPO. Alors, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, que le marché est très liquide. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de liquidité de marché? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent et que cet argent circule très vite. Et notre but dans ce workshop, ça va être de capter une partie de cet argent et de voir comment on peut réussir à avoir ça. Alors, comment on capte de l'argent? Il y a plusieurs approches à la levée de fonds et attention, je ne prétends pas que la méthode qu'on va voir ensemble dans ce workshop est la meilleure ou la plus efficace. Euh, Attention, Nicolas, c'est des stats mondiales. Mais le phénomène est le même en France, aux US, etc. Les marchés ont vraiment convergé. Il y a plus de, il y a plus de, il y a de moins en moins d'exceptions françaises dans le monde du VC. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Le marché français s'est vachement amélioré dans les années qui ont passé. Alors, comme je disais, je ne pense pas que ma méthode est la seule méthode. Ce n'est pas la plus rationnelle, ce n'est pas la plus efficace. Mais par contre, c'est celle que je recommande à des gens qui démarrent. Et le fondement de cette méthode repose sur le pouvoir du storytelling. Pourquoi le storytelling est super important dans les premières levées? Parce que le storytelling, c'est ce qui reste quand on n'a pas de fait. Évidemment que si vous avez une boîte qui IPO, le storytelling reste important, mais derrière, il y a des choses objectivables, les revenus, le bénéfice, etc. Quand on démarre, la part d'objectivable, elle n'est pas très élevée. Pour vous donner une image, c'est un peu comme croire dans un enfant.
Si vous croyez au potentiel d'un enfant, vous devez vous appuyer sur le rêve que vous projetez de cet enfant. Quand vous croyez dans le potentiel d'une startup qui démarre, vous devez croire dans son rêve. Et c'est pour ça que le storytelling est extrêmement important pour réussir ça. Alors, une histoire, c'est avant tout une pyramide. Mais c'est une pyramide, d'ailleurs, ce schéma n'est pas terrible, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. C'est une pyramide qui s'ouvre vers des choses de plus en plus solides. Ce qu'ils veulent dire là, c'est sur quoi s'appuie. On commence en haut de la pyramide, on la construit par le haut, et on commence par un mot, un tag, un elevator pitch. On va rentrer dans le détail, mais c'est hyper important de susciter le désir immédiatement. C'est hyper important d'être capable de réussir à dire, OK, voilà de quoi je parle, voilà à qui je m'adresse, voilà pourquoi je fais ce que je fais. Et ça doit susciter les questions, ça doit susciter la conversation. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans les détails plus profonds. Et c'est les détails qui amènent la data. L'erreur que beaucoup d'entre vous font assez naturellement, c'est de vouloir absolument donner de la data avant de donner du rêve. Alors évidemment, en termes de temps, il y en a un qui prend 30 secondes, il y en a l'autre qui prend 5 minutes. Ça permet aussi de savoir si on est avec le bon interlocuteur. Alors, vous avez tous entendu parler de Minimum Viable Product. Aujourd'hui, on va parler de minimum Viable Pitch. Le Minimum Viable Pitch, c'est quel est le pitch minimum, atomique, essentiel, qui vous permet de démarrer un process. Trop souvent, les entrepreneurs ont tendance à s'appuyer énormément sur leur deck. Le deck est un outil intéressant au service de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas le seul outil nécessaire. Et surtout, ce n'est pas un outil qui justifie de ne pas maîtriser son histoire. Rien de pire qu'un entrepreneur qui se cache derrière son deck, cherche les informations dans son deck, ne connaît pas ses datas et ses chiffres par cœur. C'est hyper important dans une levée de fonds d'être capable de savoir tout ce qu'on a dans sa boîte et de retenir. Donc retenez ça, apprendre par cœur son deck, maîtriser son deck. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le deck? Le deck, c'est un document qu'on écrit et sur lequel on va donner tous les détails de son histoire. D'ailleurs, dans ce bootcamp, on va ensemble apprendre à faire un super deck, donc ne t'inquiète pas. Alors évidemment, ce deck est un accompagnement. C'est quelque chose qui vient soutenir un storytelling, c'est quelque chose qui vient résumer des datas, mais ce n'est pas évidemment la destination de l'investisseur. La destination de l'investisseur, c'est vous. Vous devez créer une connexion. Vous devez être capable d'avoir une relation entre ce que vous faites, ce que vous dites et ce dont à quoi les investisseurs rêvent de donner de l'argent. Alors, j'ai pris un exemple qui est un peu suranné, que tout le monde connaît, c'est celui d'Uber. Uber, plateforme de mobilité, marketplace qui rend la mobilité omniprésente en connectant les conducteurs et les passagers. Et évidemment, la data clé là-dessus, c'est les pics de demande à Paris, par exemple, et le fait d'être capable, en ayant des chauffeurs qui ne soient pas des taxis, d'y répondre. Alors évidemment, la compréhension de votre propre marché et l'expertise que vous pouvez développer est cruciale. Très souvent, les gens me disent: «Qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre un investisseur?» Et je leur réponds qu'il faut d'abord être capable de se convaincre soi-même. Il faut être capable d'avoir suffisamment d'infos sur soi-même et sur le projet pour arriver à développer une une une, comment on dit en français? Une conviction. Si vous arrivez à avoir suffisamment de conviction vous-même, vous allez réussir à avoir de la conviction autour de vous. Alors évidemment, il faut comprendre que l'attention des investisseurs est fragile. Alors, parlons de ça une minute parce que ça, c'est un sujet hyper important. Un, les investisseurs, vous avez beau croire que vous êtes le centre du monde,
ils ont en général énormément d'opportunités. Vous devez vous mettre à leur place. Vous devez avoir un peu d'empathie. Vous devez être capable de calibrer votre besoin et vous devez être capable de comprendre de quoi vous avez besoin pour susciter l'intérêt. Vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un investisseur se lève le matin. Qu'est-ce qui fait qu'il va être intéressé par votre projet plutôt qu'un autre. Et l'appât du gain, c'est de très 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 loin la pire raison. Parce que faire de l'argent, il y a plein de façons de le faire. C'est pour ça que vous devez comprendre que l'intérêt qu'on vous porte est toujours par définition fragile. Évidemment, c'est pour ça que le storytelling est important. C'est parce que les investisseurs ont plein d'opportunités qu'ils apprécient les histoires courtes et simples. Euh, évidemment qu'il faut réussir à développer une histoire que les gens peuvent retenir, que les gens peuvent partager. Ce qui est hyper important quand vous développez une histoire, un petit secret maison, c'est que moi, je me demande toujours, quand je raconte une histoire, qu'est-ce que je peux donner à mon interlocuteur qui intéressera quelqu'un de son entourage. Par exemple, quand je pitch The Family, je stalk en avance mes interlocuteurs pour trouver dans leur entourage ou dans leur passion une boîte de mon portefeuille qui va particulièrement les intéresser. Si quelqu'un est fan de sport, je vais essayer de trouver une boîte dans le sport. Si quelqu'un est fan, je ne sais pas, de process et de SaaS, parce qu'il a tweeté beaucoup sur ce sujet, je vais prendre une boîte SaaS, etc. Parce que je vais lui donner un élément atomique qui va pouvoir intégrer à sa propre histoire. L'avantage des histoires courtes et simples, c'est qu'elles sont puissantes. Elles sont puissantes parce que, étant courtes, elles ne demandent pas beaucoup d'efforts à absorber. Et étant simples, elles ne demandent pas beaucoup d'efforts à se souvenir. Beaucoup trop souvent, il y a une question d'ego là-dedans. Les entrepreneurs n'aiment pas faire des histoires courtes et simples, tout simplement parce qu'ils ont tendance à vouloir raconter leur vie et trop de détails. Et qu'ils ont l'impression que, en ne racontant pas ces détails, en ne donnant pas la clé mystérieuse de leur business, en omettant un détail, ils sont en train de faire une trahison intellectuelle. Alors retenez cette règle hyper simple, c'est que le but du jeu dans une levée de fonds, c'est pas d'avoir raison, mais de gagner. Et pour gagner, il faut donner aux gens ce qu'ils attendent. Et les investisseurs attendent avant tout une histoire courte et simple. Alors, pour vous donner une image, un VC, en fait, c'est un peu un lecteur de magazine. Ça aime bien. Et d'ailleurs, VC, Business Angel, toute personne qui investit dans les startups. C'est quelqu'un d'optimiste, qui aime bien regarder les images, qui s'attarde rarement sur du texte et qui aime survoler les sujets. Il faut donc apprendre à donner les détails les plus importants et à survoler et à oublier tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, toujours adopter dans un storytelling le plan suivant. Dire et annoncer ce qu'on va raconter, le raconter et rappeler ce qu'on vient de raconter. Alors, c'est un peu scolaire, c'est un peu fatigant, mais c'est hyper important pour structurer la pensée des gens et, encore une fois, leur capacité à se souvenir de tout ça. Évidemment que tout ça n'est pas un exercice de mémoire. Évidemment que, en fait, il ne faut pas, teaser beaucoup trop. Il ne faut pas être dans l'idée que vous allez faire monter le suspense et garder des infos essentielles pour plus tard. Alors, Olim me demande court pour toi, c'est genre 30 secondes ou 3 minutes, désolé, mais j'essaie de me projeter. Alors, c'est un très bon point. Je pense qu'1 minute, c'est le bon format. Et que, en fait, une bonne conversation investisseur, c'est je parle
il me pose des questions et à chaque fois qu'il me pose une question, ma réponse est 20 ou 30% plus longue. Donc, je fais une introduction d'une minute et avec ces questions, ça me permet de faire 1 minute 10, 1 minute 20 et petit à petit, être de plus en plus précis. Mais surtout pas assommer les gens. Moi, des fois, je me fais pitcher par des gens. Et d'un fois, ça m'a amusé d'attendre. Il y a un type qui a parlé 21 minutes non-stop. Je me suis vraiment demandé s'il avait le moindre respect pour ma vie. Parce qu'en fait, peut-être qu'au bout d'une minute, j'étais plus intéressé et il doit me laisser la possibilité de mon consentement. Il doit pouvoir me laisser la possibilité de partir. Il doit me laisser la possibilité de dire non. C'est hyper important de laisser cette opportunité aux investisseurs. Alors, il faut préparer dans sa tête plusieurs formats de son pitch. Il faut toujours avoir, pour chacune des histoires qu'on veut raconter, un format en elevator, un format de 10-20 minutes de conversation et être capable, par exemple, de le tweeter ou de le poster sur Instagram, etc. Donc, très, très, très important d'être capable d'adapter son pitch à l'audience qu'on vise et aux moyens d'exprimer ce pitch. Alors, je ne le dirai jamais assez dans ce bootcamp. La pratique et encore une fois la pratique. C'est hyper, 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 hyper important de pratiquer. Alors, la meilleure façon de pratiquer, c'est de pitcher même des gens qui n'ont rien à voir. Moi, quand je rentre en levée de fonds, je me pose toujours la question de qui je peux pitcher qui est complètement improbable. Et j'essaye toujours, 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 quand je suis en levée de fonds, de pitcher tout le monde. Je vais au restaurant, je pitch. Je rencontre un ami de la famille, je pitch. Je suis avec mes proches, je pitch. Je rencontre ma copine, je pitch. C'est hyper important de pratiquer parce qu'à force de pratiquer un storytelling, on voit un détail, on voit sur quoi les gens accrochent, on peut essayer des formules. Et ce qui fait que quand on arrive devant le rendez-vous hyper important, on est prêt. D'ailleurs, petite astuce maison à noter, essayez de pitcher un maximum de gens que vous n'avez pas très envie d'avoir comme investisseurs avant d'aller attaquer les gens qui vous font rêver. Ça, c'est une bêtise. Les gens, ils tombent l'escalier des non plutôt que monter les marches du oui. Si vous commencez par la personne la plus dure de votre marché ou la plus inaccessible, il est probable qu'elle dise non. Et ensuite, tout le monde a envie de dire non. Sur la marche du dessous, il n'a pas envie de prendre le mauvais deal. Alors que si vous commencez tout en bas de l'échelle et que chacun dit oui, vous pouvez monter à la personne de vos rêves. Julian me demande un exemple d'histoire. Bien sûr, je peux te donner. Est-ce que vous avez des boîtes que vous aimez bien que je peux essayer de vous pitcher? Ça, je vais vous montrer comment on les pitch. Ismaël, la bonne astuce pour trouver son storytelling et son histoire qui fait rêver, c'est justement de la pratiquer et de l'essayer et d'itérer et de recommencer, et surtout avec des gens qui ne sont pas dans le monde de la levée de fonds. Ça change tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on devient bon en storytelling. C'est justement en ayant beaucoup d'essais et d'angles et de gens. Quand vous essayez de storyteller quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas dans votre secteur, qui ne connaît pas votre jargon, etc., ça rend très humble, ça rend très puissant et ça permet de changer de perspective. Quel angle d'attaque pour le pitch? Plutôt histoire perso ou plutôt potentiel du projet? Alors ça, c'est hyper important. Toute la question, c'est comment on ouvre le sujet. Votre histoire perso n'a d'intérêt que si elle est plus intéressante que le projet. Il y a des gens qui ont des histoires perso fascinantes et elles sont en lien avec le projet. Dans ce cas-là, c'est hyper important d'utiliser l'histoire perso pour réussir à obtenir quelque chose. Alors, comment gérer son stress? Rien de mieux que l'hyper pratique. Quelque chose qu'on a fait des centaines et des centaines de fois, on est beaucoup moins stressé. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de vous préparer la première fois à pitcher quelqu'un en allant pitcher quelqu'un d'important. Ça, c'est catastrophique. D'où l'importance de pitcher énormément de gens avant d'arriver. Alors, évidemment, Emmanuel, qu'on est d'accord et que cette partie storytelling peut avoir lieu sans forcément dérouler le deck,
D'ailleurs, les meilleurs storytellers n'ont pas de deck. Alors, Djibril veut que je pitch The Family. Je vais vous montrer comment je pitch The Family aux investisseurs. En général, je présente comme ça. Je dis bonjour, je m'appelle Oussama et j'ai toujours été un entrepreneur. Depuis ma tendre enfance, où j'ai commencé à faire des sites web, jusqu'à maintenant, j'ai été un entrepreneur et j'étais un entrepreneur dans un écosystème qui n'est pas facile, celui de la France. Et dans cet écosystème, j'ai fait énormément d'erreurs. Un jour, je me suis rendu compte qu'il était hyper important d'offrir aux gens la possibilité de ne pas refaire ces erreurs. Et c'est pour ça que j'ai créé The Family. J'ai créé The Family pour créer une plateforme qui fait tout ce que j'ai rêvé d'avoir en tant qu'entrepreneur. Éduquer les entrepreneurs, protéger les entrepreneurs, financer les entrepreneurs. C'est pour ça que ça s'appelle The Family, parce que c'est une véritable famille d'entrepreneurs. Alors, comme c'était une tâche beaucoup trop compliquée, je me suis associé à Nicolas Collin et à Lise Agurie. Puis ensuite, on a été rejoints par Balthazar de Laverne et Mathias Pastor. Aujourd'hui, The Family, c'est une centaine de startups qui nous donnent 5% d'equity par an et qui nous permettent d'accompagner des gens dans leur succès et de monter des billions de dollars comme Capitaine Train, Algolia, Payfit, etc. Vous voyez, ça, à partir de là, en général, les gens ont 1 milliard de questions. Comment vous accompagnez ça? Et en fonction de leur profil, ils vont poser des questions. Par exemple, les gens très financiers, ils vont demander c'est quoi votre NAV? Combien vous avez investi? On va dire voilà, on a déployé 15 millions d'euros. Aujourd'hui, on a une NAV de 48 millions. On pense que notre cash espérance est de 150 millions. Vous voyez, si la personne est très chiffre, boum, vous rentrez direct dans les chiffres. Par contre, s'il y a des gens, ils sont très dans le communautaire. Ah oui, comment vous faites pour créer cet esprit de communauté incroyable? Alors, vous savez, ça a été énormément de travail d'abord dans un lieu que Alice a décoré. Et en fait, ce lieu a incarné notre image et notre identité suffisamment pour créer une culture. Aujourd'hui, ce lieu n'existe plus puisque le Covid-19 a tué notre opportunité de nous réunir en vrai. Et c'est pour ça qu'on a appris à faire et à créer notre identité en ligne. Donc voilà, ça c'est un bon exemple sur comment pitcher The Family. Comment pitcher Netflix? Alors Netflix, c'est extraordinaire parce que Netflix, ils ont plein de pitch en ligne que vous pouvez regarder. Et eux, c'est les stars du storytelling. Mais lui, le CEO, il a un storytelling que j'adore et qui marche super bien sur les financiers. C'est qu'il dit, Netflix est une boîte qui distribue des contenus et qui a dû s'en mettre à en produire parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on devienne HBO plus vite que HBO pouvait devenir Netflix. Et ça marche avec Disney, avec tout. Et ça, c'est grandiose parce que ça comprend leur proposition de valeur, d'où ils viennent, où ils vont et comment ils vont gagner de l'argent. Et le tout en sous-entendu. Ça, c'est master pitch. Alors, dans ton process, tu vas nous amener à pitcher surtout en anglais ou aussi en français. Bah, évidemment, dans la langue où vous êtes et où vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de pitcher uniquement en anglais. Alors, PFIT. PFIT, c'est un pitch super simple. On est en France et les fiches de paye, c'est la tannée. C'est un enfer. Qui que vous soyez, vous passez des heures et des heures à faire vos fiches de paye et en plus, ça apporte très peu de valeur. Finalement, la fiche de paye, ce n'est pas quelque chose qui est aligné avec le bonheur de vos salariés. PFIT, c'est une solution qui permet de faire 3 choses. Enlever le stress d'établir les fiches de paye, d'avoir une vue d'ensemble des datas que la fiche de paye permet de collecter, et petit à petit, une plateforme universelle de HR qui permet de prendre soin de vos salariés. PayFit, finalement, ce qui est intéressant, c'est parce que PayFit est aujourd'hui, mais ce que PayFit va devenir. Et petit à petit, PayFit est en train de devenir la solution universelle de ressources humaines. As-tu une idée du timing moyen d'un pitch pour une levée seed? Une minute. Algolia. Algolia, c'est très compliqué à pitcher. Pourquoi? Parce que la seule façon de pitcher Algolia, c'est de parler à un dev, et tous les investisseurs ne sont pas des devs. Mais comprendre la proposition de valeur d'Algolia sans être un dev, c'est quasiment impossible, ou sinon, il faut faire des allers-retours. C'est pour ça que de temps en temps, il est hyper important de comprendre que
on ne peut pas pitcher tout le monde. Et sélectionner ces investisseurs, c'est aussi important que l'énergie du pitch. Quand vous avez quelque chose qui est techniquement challenging, vous ne pouvez pas pitcher la terre entière. Est-ce que faire une levée de fonds avant de créer la boîte est trop tôt si le MVP est finalisé? Oui, c'est impossible de faire une levée de fonds avant de créer la boîte. Quelle différence entre BA et VC du point de vue du storytelling? On parlera de leur différence au fur et à mesure du workshop et qu'on avance, mais déjà, on peut se poser la question de la différence au niveau du storytelling. Alors, nous, notre règle à The Family, c'est toujours de se dire que qui peut le plus peut le moins. Apprenez, même si vous ne visez que des BA, à vous comporter comme si vous alliez voir les meilleurs VC. Les meilleurs VC sont exigeants, plus qu'un BA moyen, puisqu'ils ont besoin de data, de perspective et d'un storytelling solide. C'est des gens dont l'attention est tellement fine et tellement dispersée que vous avez besoin d'être convaincant et grandiose dans votre pitch. Mais si vous vous préparez pour ces gens-là, même si ces gens-là n'investissent pas, vous serez d'autant mieux armé pour tous les autres. Donc, préparez-vous toujours pour l'investisseur de vos rêves, même s'il n'arrivera forcément pas à ce premier tour. Les meilleurs investisseurs, c'est la famille, les VC ou les BA. Ça ne veut rien dire. Certains ont des familles plus sympas que certains BA, d'autres ont des VC plus sympas que d'autres VA, et d'autres ont des BA meilleurs que leurs VC. C'est pour ça qu'il ne faut jamais raisonner en catégorie. Il n'y a pas une catégorie VC, il n'y a pas une catégorie BA, il n'y a pas une catégorie famille. Il y a juste des gens et des individus. Et votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir faire la différence entre individus et pas entre catégories. Est-ce qu'on doit partir du problème qu'on règle pour démarrer son storytelling? Alors, il y a plein de façons de démarrer son storytelling. On va rentrer dans le pitch deck. Évidemment, ça va vous donner des perspectives là-dessus. Mais effectivement, si vous êtes capable de bien montrer le problème et la beauté du problème, vous aurez le truc. Peux-tu nous pitcher le domaine d'Ablon? Le domaine d'Ablon, c'est un hôtel qui n'est pas un hôtel. C'est chacun chez soi, personne ne voit les autres et c'est de la magie au quotidien. Au domaine d'Ablon, on ne dit jamais non, mais il faut le demander en avance. Le domaine d'Ablon, c'est une vue sur l'hôtellerie qu'il vaut mieux avoir 15 chambres très 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 chères avec énormément d'excellence que 100 chambres sans âme qui plaisent à tout le monde. Par ce positionnement haut de gamme, le domaine d'Ablon est capable d'offrir à ses clients une offre exclusive, que ce soit en termes d'expérience, culinaire, vin ou décoration. Est-ce que le storytelling doit être forcément une vraie histoire? Oui, 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 oui. Peux-tu me pitcher Pokémon Go? Alors putain, Lucas, je suis désolé, je ne sais plus ce que c'est Pokémon Go. C'est un jeu. Aide-moi, c'est des cartes Pokémon? Peux-tu me donner des exemples d'autres méthodes à part le storytelling? Il n'y a aucune autre méthode à part le storytelling. Je comprends pas, Mathieu. Est-ce qu'il faut adapter le storytelling de son pitch en fonction de l'audience? Oui, hyper important. C'est hyper important de savoir s'adapter à son audience et de savoir le faire rapidement. Il est essentiel de ne pas se perdre dans les détails. Waouh, propre. Ok, très bien, c'est gentil. Le B2C semble être plus facile à pitcher que le B2B car les gens se projettent plus facilement. Des conseils particuliers sur le B2B? Oui et non. Oui, c'est plus facile pour le pitcher au mec lambda. Mais ce n'est pas le mec lambda qui va investir. Souvent, ceux qui investissent sont des professionnels du domaine. Et les professionnels du domaine en B2B, ils connaissent le jargon, ils connaissent le vocabulaire et ils connaissent les concepts. En fait, le B2B est beaucoup plus facile à lever que le B2C. Parce que le B2B, même si on se projette moins et que le storytelling est moins évident, une fois qu'on l'a, on parle à des gens qui connaissent hyper bien le domaine. Une NAV, ça veut dire Net Asset Value, c'est l'ensemble de la valeur des parts dans laquelle un fonds d'investissement investit. Quelle différence entre un pitch pour business qui démarre et celui qui existe déjà? Tout simplement, la différence, c'est que plus un business existe et plus le pitch doit faire preuve de précision dans la data.
Un business qui démarre a la possibilité, comme un enfant qui démarre dans la vie, on a un peu plus de tolérance pour lui, on peut être un peu plus fou sur les datas. Comment gérer les objections? Comment il y a déjà plein de concurrents qui ont fait la même chose? Alors, la concurrence, c'est une fausse objection. Elle vient souvent de gens qui ne connaissent rien au milieu des startups. N'hésitez pas à utiliser certaines, euh, euh, comment dire, n'hésitez pas à utiliser certaines remarques de vos investisseurs comme des tests de crédibilité. Par exemple, un investisseur qui est obsédé par la concurrence, c'est un investisseur qui ne sait pas ce qu'il fait. À Sunday, j'adore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Sunday. Je ne vais pas faire tous les pitchs, mais Sunday, c'est une boîte tellement facile à pitcher parce que c'est dans la vie de tous les jours. Et les boîtes qui sont dans la vie de tous les jours, tout le monde peut avoir une histoire avec. Évidemment que l'histoire de Sunday, c'est la suivante, c'est qui n'a pas marre d'attendre l'addition au restaurant? Qui n'en a pas marre de ne pas être autonome au restaurant quand on sait attendre le serveur, les erreurs, etc. Si le serveur peut se focaliser sur le fait de nous faire kiffer plutôt que de prendre des commandes, eh ben on va tous gagner du temps, on va tous gagner de l'argent et on va tous gagner de la joie à aller au restaurant. D'ailleurs, la vision de Sunday, je pense, un jour, c'est même pas un QR code, c'est tout simplement on rentre dans le resto, on vit sa vie et quand on sort, on est débité comme dans un Uber de sa carte. Ça, ce serait génial, les gars, si un jour ça arrivait. Alors, comment pitcher sur un marché à risque comme le marché du CBD? Bah, tout simplement en étant hyper upfront sur les risques. Il ne faut pas essayer de les cacher. Quelle différence entre un pitch en seed et un pitch en accélération? Aucune. Aucune différence. Quelqu'un dit, il me semble que la structure du pitch, contexte, problème, solution, prévision, revient souvent. Est-ce un modèle prédéfini? Oui, mais en fait, ce modèle, il s'appuie sur quelque chose d'encore plus ancien et qui est la vraie structure du pitch. C'est ce qu'on appelle la structure narrative des contes. Alors, on a tous appris en français comment fonctionnait un conte, mais le schéma narratif, c'est 5 étapes qui sont toujours les mêmes. Je m'en souviens jamais de tête, mais c'est situation initiale, c'est l'amorce de la quête. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Pourquoi je suis dans cette situation? Processus narratif, c'est quoi les obstacles que je rencontre en chemin? Les péripéties, c'est les solutions que j'apporte. Et la situation finale, c'est quelle est la vision si on gagne. Si vous avez arrivé à répliquer cette vision, ce compte, à transformer votre startup en conte de fées, vous aurez énormément d'avantages et vous aurez quelque chose qui résonne avec quelque chose qu'on a tous en tête, c'est les contes de fées qu'on a entendus enfant. Alors Anis, évidemment, si ça concerne que 5% de ton marché, dis-le. Et des fois, il ne faut pas hésiter à montrer à l'investisseur que sa question est à côté de la plaque. C'est hyper important. VC BA, je ne saisis pas la différence. Bah, je vais t'expliquer la différence. Un BA, il investit son propre argent. Donc, son processus de décision, c'est lui avec lui-même. Un VC, il investit l'argent d'investisseurs institutionnels. Et donc, lui, il a besoin d'aller demander plein de choses à plein de gens. Doit-on parler de notre vision à très long terme? Exemple, ma startup est internationale et par la suite mondiale. Bah oui, bien sûr, c'est hyper important de montrer que vous êtes ambitieux. Finalement, un investisseur, c'est quoi? C'est un métier, un hobby ou un peu du militantisme? Bah, ça peut être un métier, ça peut être un hobby et ça peut être du militantisme. Et c'est pour ça qu'il faut sortir des catégories. Les catégories théoriques, ça n'existe pas. J'ai produit B2B et B2B2C. Comment positionner mon pitch? Bah, déjà, en choisissant qu'un. Hyper important d'avoir un seul angle au pitch. Peut-on se fier à la réaction intéressée d'un VC BA où certains disent-ils c'est génial à tout le monde et donnent de faux espoirs? Non, il ne faut jamais se fier à autre chose que l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Pokémon Go, c'est un jeu mobile qui incite le joueur à sortir de chez eux. Ah oui, en AR, pas en VR. Oui, bah, le pitch de Pokémon Go, il est simple. Hein. Il est connecter la réalité avec l'envie des gens
de jouer et d'aller chercher des trésors, quoi. Alors, il n'y a pas vraiment de grands livres sur le storytelling. La meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter des gens forts en storytelling, storyteller et s'exercer. Et d'ailleurs, ne pas hésiter à faire des storytelling sur d'autres choses que son entreprise. Pouvons-nous commencer un pitch avec une question pour connaître l'audience? Oui, ça c'est hyper important. Merci Dumel, j'avais complètement oublié cet aspect. Ne pas hésiter avant de commencer à pitcher à poser des questions à votre interlocuteur pour savoir à qui vous adresser si ce n'est pas évident. Il faut parler des barrières à l'entrée. Non, surtout pas. Jamais dans un pitch on parle de barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, c'est un faux concept. Quelle différence entre pitch de vente et pitch de levée de fonds? Aucune différence. La seule différence, c'est que vous ne vendez pas la même chose. Vous vendez des parts de votre boîte. Donc, ça implique de savoir des choses qui ne regardent pas forcément les clients. Mais la structure d'un pitch de vente et la structure d'un pitch d'investissement, c'est la même. À modulo, qu'on ne donne pas exactement les mêmes infos. Peux-tu pitcher Apple Fitness? Non, je pense que je ne suis pas crédible là. Là, vraiment, Nicolas. Je pensais que les VC, c'est juste pour les boîtes tech avec un potentiel hyper scalable et BA pour les business plus traditionnels. Vrai ou faux? Faux. Il y a des VC spécialisés dans la tech, mais il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui investissent dans l'économie réelle. Il y a des BA qui investissent dans les boîtes traditionnelles, mais il y a aussi des BA qui investissent dans la tech. Le critère VC-BA, ça n'a rien à voir avec le type d'investissement. Alors, les durées de levée chez un BA ou chez un VC, on va en parler. Comment aller plus vite, on va en parler aussi. Si on a une ambition énorme, genre devenir le prochain Google ou Facebook, on le dit ou on passe pour un rigolo. Ben ça, c'est toute la question du storytelling et c'est toute la question de réussir à faire quelque chose d'ambitieux. Peux-tu pitcher le média Combini? Je suis désolé, j'ai jamais compris le positionnement de Combini. Alors là, il y a bien un truc que j'arriverai pas à pitcher, c'est Combini. Comment éviter le problème de l'ambition en France qui est parfois perçu comme de l'arrogance? En pitchant des gens en dehors de France. N'hésitez pas à ouvrir vos chakras. Ne subissez pas la France. S'il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec le marché français, n'hésitez pas à passer à autre chose. Alors, prochaine session, on avance, Maximilien. On fera ça plus tard. Parce qu'on a encore plein de choses à voir avant de pouvoir faire ce genre d'exercice. Évidemment, le pitch, il s'incarne à l'oral, il s'incarne matériel de pitch, les emails que vous envoyez, le deck que vous faites, etc. Et alors, évidemment, la question, c'est comment faire un deck qui soit génial.